Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 20 janvier. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La Côte d'Ivoire et l'Espagne renforcent leur coopération dans le domaine du transport aérien. Les deux pays ont signé un protocole d'accord pour le contrôle de l'espace aérien ivoirien et espagnol. L'accord a été signé en marge du Salon international du tourisme de Madrid. Plus de 1400 accidents de la route enregistrés au cours des 2 premières semaines de l'année 2018 en Côte d'Ivoire. Ces accidents ont tué 81 personnes. Le bilan a été fait par des experts en sécurité et en protection civile. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité envisage des actions concrètes. Dans ce 20h, nous irons à Yamoussoukro, nous ferons un tour dans les maquis, un secteur en plein essor dans la capitale politique ivoirienne. Ces lieux de restauration sont prisés. Les maquis à Yamoussoukro, quelle spécificité, quelle ambiance? Réponse tout à l'heure. Enfin, au Mali, 36 gendarmes déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion. Certains gendarmes interpellés ont justifié leur acte par des promesses non tenues de la hiérarchie. Ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez au sommaire notre rendez-vous culturel de samedi. On s'intéresse aujourd'hui au magazine d'information Impact Développement, édité par le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Impact Développement met en lumière les actions et impacts des activités gouvernementales. Mais quelles sont ces activités? Quels sont les résultats et impacts sur le terrain? Le directeur du CICG, M. Bakary Sanogo, également directeur de publication du magazine Impact Développement, est avec nous. Il répondra à nos questions dans quelques instants. Bonsoir, M. Bakary Sanogo. Bonsoir, madame, et merci de nous recevoir sur les 20h. Alors, le CICG, je l'ai dit tantôt, vient de publier un magazine d'information, Impact Développement. Oui, Impact Développement, juste pour dire que l'ambition du magazine, c'est de montrer les actions, les résultats et les impacts des projets de développement sur la vie des populations. Et on va en parler, ce sera exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, donc, M. Bakary Sanogo. Merci. Commençons par cette autre action du gouvernement ivoirien, c'est en Espagne. La Côte d'Ivoire et l'État espagnol renforcent leur coopération dans le domaine du transport aérien. Les deux pays ont signé un protocole d'accord pour le contrôle de l'espace aérien ivoirien et espagnol. L'accord a été signé en marge du Salon international du tourisme de Madrid entre le ministre ivoirien du Transport et le secrétaire d'État au transport espagnol. Patricia Omouetia est notre envoyée spéciale. Ils étaient attendus ici à Madrid. Les ministres ivoiriens du Transport et du Tourisme étaient présents au ministère des Transports espagnol pour valider le protocole d'accord sur l'espace aérien. Cette signature a pour but de renforcer la coopération des deux pays dans le secteur du transport aérien. Nous avions un accord qui datait de 1975. Il fallait reviser cet accord pour tenir compte du contexte de développement du transport aérien. Donc maintenant, et permettre que les liaisons aériennes entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne puissent reprendre, puissent reprendre. Permettre également que maintenant que nous avons une compagnie aérienne nationale, donc Air Côte d'Ivoire, qui est devenue la compagnie leader dans la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, qu'ils puissent avoir des partenariats commerciaux de sorte à pouvoir vendre des billets sur les deux compagnies, enfin sur plusieurs compagnies. Il dit que cet accord-là qui a été actualisé sur la base de l'ancien accord permettra donc de renforcer encore davantage les bonnes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Et que le transport aérien participera, il est convaincu, de la croissance encore économique de notre pays. Le secteur touristique également a beaucoup captivé les investisseurs et hommes d'affaires espagnols. Présents à ce panel animé par le ministre du Tourisme, les hommes d'affaires espagnols spécialisés dans les domaines d'aménagement et d'embellissement d'espace ont donné leur accord pour venir partager leur expertise en Côte d'Ivoire pour le développement du secteur. Véritable stratégie de promotion et de coopération pour la destination Côte d'Ivoire.
Au niveau du transport terrestre, des défis restent à relever. Des experts en sécurité et en protection civile en Côte d'Ivoire viennent de publier un rapport et celui-ci révèle plus de 1400 accidents de la route enregistrés au cours des 2 premières semaines de l'année 2018. Ces accidents ont tué 81 personnes. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité envisage donc des actions contre ces accidents de circulation, comme nous l'expliquent Ahmed Traoré et Herman Djivi. Qui ont fait 2888 blessés graves et 81 décès en 2 semaines. C'est le bilan des accidents de circulation en ce début d'année 2018. Selon les autorités de la sécurité nationale, la lutte contre l'insécurité routière est une des grandes priorités du gouvernement, d'où la tenue de cette rencontre qui a réuni les officiers supérieurs et les directeurs de cabinet de certains ministères. Selon le directeur général de la police nationale, les principales causes présumées de ces accidents sont multiples. Le jeune âge des chauffeurs, dont l'âge varie de nos jours, en majorité entre 15 et 20 ans, donc mineurs. La conduite sous l'effet des excitants, la drogue, l'alcool, caféine, la méconnaissance et le non-respect du code de la route, la délivrance avec complaisance des permis de conduire, la course effrénée vers les recettes journalières, la pression des propriétaires des véhicules relatifs aux recettes, la pression des syndicalistes, des chargeurs et chefs de gare, l'incivisme et l'incivilité des usagers de la route. Au niveau de la justice, des mesures seront également prises selon le procureur adjoint de la République. À partir du moment où il est établi que le conducteur est fautif, n'a pas observé les règles de la circulation, alors la peine d'emprisonnement est de rigueur. Selon un communiqué du gouvernement, le président Alassane Ouattara a demandé que les ministères chargés des infrastructures et des transports prennent toutes les dispositions préventives pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Dans le domaine des médias, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste invite les journalistes au professionnalisme, au respect de l'éthique et de la déontologie. Un appel lancé au cours d'une rencontre avec les responsables de médias. Les échanges ont porté sur la liberté de l'information. Explication détaillée avec Issa Tchonayeo. Échange franc et direct entre le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste et les responsables éditoriaux et organisations professionnelles de la presse. Au menu, la mévente, l'impression et la distribution des journaux et la libéralisation des espaces télévisuels. Sans tabou, ces sujets ont été abordés et traités avec délicatesse par les professionnels du secteur des médias. Aujourd'hui, il faut le dire, la presse ne se va pas bien. On a des difficultés au niveau de la distribution, on a des problèmes au niveau de l'impression. Tout ça l'un dans l'autre, il faut trouver des solutions pour sauver la presse. Concernant la mévente des journaux, le ministre Bruno Nabagné-Koné, au-delà de la crise mondiale du journal en papier, a exhorté les journalistes à étoffer leurs contenus éditoriaux tout en respectant l'éthique et la déontologie. Il a proposé en guise de solutions durables un regroupement de journaux par grande ligne éditoriale. Bruno Koné a également indiqué que des solutions durables doivent être trouvées sur les questions de l'impression et de la distribution des journaux. Désormais, la presse, les journalistes ont un interlocuteur. Au niveau de l'État, c'est important. Nous écrivons pour la population, mais nous voulons aussi avoir des interlocuteurs au niveau de l'État. Parce qu'en Europe, c'est quoi? Quand vous avez un problème d'équilibre d'information, vous appelez le ministère, vous appelez une direction, on vous répond. Mais sauf qu'en Afrique, généralement, on n'a pas ce type d'interlocuteur. La libéralisation de l'espace télévisuel n'a pas été occultée au cours de cette rencontre. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a rassuré que la TNT, télévision numérique terrestre, se met en place et qu'elle sera opérationnelle au début du deuxième trimestre 2018. La question d'une presse libre, professionnelle et crédible a été également évoquée à Nouakchott, en Mauritanie. Journalistes et professionnels des médias se sont retrouvés dans la capitale mauritanienne pour réfléchir sur la liberté d'information et la déontologie de la profession. Ils envisagent d'enrichir les tests d'autorégulation pour une presse libre, professionnelle et crédible. Envoyé spécial en Mauritanie, Koné Pagasso. Nouakchott, capitale de la Mauritanie. C'est ici que journalistes, professionnels et responsables de médias publics se sont retrouvés pour réfléchir sur la liberté de la presse et la déontologie de la profession.
Objectif, enrichir les textes d'autorégulation de la profession pour une presse libre, professionnelle et crédible. Une initiative de l'Union des radiodiffusions islamiques IBU, basée à Jeddah au Royaume d'Arabie Saoudite en collaboration avec l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO et le ministère mauritanien de relations avec le Parlement et la société civile. La démocratie pluraliste, facteur de développement pacifique, repose essentiellement sur l'information saine, constructive, citoyenne, pratiquée dans le cadre de liberté d'expression. Pour atteindre ces objectifs, il est alors utile de disposer de sources crédibles, de prendre soin de vérifier les faits avant leur diffusion pour éviter de tomber sur le sensationnel, afin de bien cerner les limites entre la liberté du commentaire et l'éthique qui le conditionne. Nous avons choisi ce thème sur la liberté et la déontologie de la presse. C'est pour voir l'exemple des pays qui se trouvent donc en Afrique de l'Ouest. Pour les participants, cet atelier régional vient à point nommé. On a beaucoup appris au cours des 2 jours. Ça a été des leçons, des échanges, de donner et de recevoir. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde se permet d'être journaliste. Donc aujourd'hui, si on organise ces séminaires, ça nous aide dans l'exercice de notre métier. En s'inspirant du cas de la Mauritanie et bien d'autres pays africains, nous savons qu'aujourd'hui, plus que jamais, la responsabilité du journaliste est interpellée en matière de traitement de l'information. Conférence débat, lecture des recommandations, remise d'attestations aux participants, visite de la radio nationale, de la télévision nationale et de la télédiffusion de la Mauritanie. Des temps forts qui ont également marqué cette rencontre régionale sur la liberté de la presse et la déontologie de la profession. C'est une destination privilégiée pour passer de bons week-ends. Nous partons pour Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. La cité regorge de réceptifs hôteliers attractifs, des restaurants, des maquis. Dans ce 20h donc, nous ferons un tour dans quelques-uns de ces maquis. Le secteur, vous allez le voir, est en plein essor à Yamoussoukro. Ces lieux sont prisés pour leur ambiance et pour la qualité des mets. Notre reporter Sidonie Davila nous y conduit. S'il y a un secteur d'activité qui semble inexorablement connaître un boom dans la capitale ivoirienne, c'est bien celui des restaurants appelés communément maquis. Le constat est clair. Les maquis poussent comme de petits champignons à Yamoussoukro. Un peu partout dans les concessions, les débits de boissons foisonnent. On en trouve même dans les espaces publics. Conséquence, une multiplication des nuisances sonores, surtout les soirs. Ce qui ne manque pas de perturber élèves et étudiants. Autour de nous, il y a des maquis. Des fois, quand je prends mon temps à aller étudier, ça me gêne. Ça m'empêche d'étudier. La solution est que je me déplace maintenant pour aller chez mes voisins de l'autre côté pour pouvoir étudier avec eux. Quand il finit d'étudier, il peut finir 23h, 22h. Le temps d'entrer à la maison, il fait minuit, 2h. Bon, on peut les agresser sur la route. Bon, cela, ça nous gêne. Aujourd'hui, les jeunes gens ont beaucoup d'attraction envers la musique. Imagine d'étudier, puis on met un artiste que tu aimes. Bon, du coup, tu fermes les cahiers pour aller danser un temps soit peu pour revenir. Vraiment, ça, c'est pas du tout, je ne peux pas dire que c'est pas bon, mais ça gêne. Cette tenancière de maquis ont fait, elles, le choix de se passer de la musique dans leur business. Ce qui m'a motivée, c'est qu'en fin de semaine, on a beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes qui arrivent, mais qui ne savent vraiment pas où se diriger pour trouver de bons plats à manger. Et donc, j'ai eu l'idée de créer cet espace-là. On ne fait quasiment pas de musique. Et nos clients aiment ça. Chez nous, ici, il n'y a pas la musique. Donc, avec les habitations, on n'a pas de problème avec nos amis. La collaboration, il n'y a pas d'inquiétude. Les autorités municipales ont choisi de mettre de l'ordre dans le secteur des maquis en s'attaquant aux nuisances sonores et autres dérapages. Ça marche, donc c'est le commerce qui est aujourd'hui très mouvant pour nous. Nous sommes heureux. Ça nous fait des recettes à la mairie. Ce qui est nuisible, c'est la musique. Le préfet, le maire et le gouverneur, ensemble, nous sommes en équipe pour, disons, mettre fin à cette nuisance sonore.
Les maquis, ces lieux où sont vendues nourriture et boissons, sont très rentables. Cette femme en témoigne. Grâce au séminaire que nous avons à partir de jeudi jusqu'à dimanche, que nous tenanciers de maquis, nous en sortons. Et ce sont les clients qui en tirent le plus de profit. Quand on a étudié, il faut trouver un coin pour manger. C'est ainsi que les maquis, les restaurants qui sont arrivés sont les bienvenus parce que ça permettait justement à ces étudiants, à ces fonctionnaires qui sont ici, qui ne peuvent pas forcément aller à la maison, de permettre de se restaurer. Et en plus, ce sont des lieux de rencontre. À ce jour, on enregistre plus de 200 maquis dans la Cité des Lacs. En partenariat avec les industries du secteur de la boisson, les tenanciers rivalisent d'ardeur dans l'appellation de leur structure. Un nom ingénieux permet de mieux attirer la clientèle dans ces lieux de rencontre et d'échange. Les maquis, une activité en plein essor dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro. Voilà des maquis à Yamoussoukro que vous ne devez pas hésiter à visiter pour ce week-end. On parle à présent d'autonomisation des femmes. L'ONG Espoir Filles et Femmes d'Afrique, ESFA, en a fait sa mission essentielle. Elle vient en aide aux femmes et jeunes filles défavorisées en militant, en initiant des activités génératrices de revenus. Les résultats sont concluants, comme nous l'expliquent Davis Oyo et Franck Odio. Tous les après-midi, Anne se dirige vers son petit commerce situé au marché de Gonzagueville. Un commerce grâce auquel cette mère célibataire qui a vécu des années difficiles arrive à se prendre en charge. Je commande la ticket de Dabou, de Grand Laou et le poisson. En tout cas, ça va, il y a du mieux. Après le marché de Gonzagueville, direction Abobo-Adjamé. Ici travaille Clémentine. Cette trentenaire, éprouvée par les difficultés suite à l'abandon de son concubin, a toujours élevé seule ses enfants. Aujourd'hui, avec la vente de pagne, elle arrive à faire face aux dépenses de sa famille. Ces femmes ont pu retrouver le sourire grâce à une équipe bénévole qui a décidé de s'investir dans le social et l'humanitaire. 6 enfants, c'était pas facile. Et j'ai souhaité l'aide de l'ONG et ils n'ont pas hésité à m'aider. Et maintenant, avec ça, moi, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à aider les enfants pour aller à l'école, j'arrive à payer ma maison, j'arrive à la nourriture. L'ONG Espoir Filles et Femmes d'Afrique contribue ainsi à l'épanouissement intégral et durable des jeunes filles et des femmes célibataires. Notre vision, c'est un modèle de filles, bien entendu, bien éduquées, des filles qui peuvent s'en sortir sur tous les plans, des filles en détresse, des femmes en détresse restaurées, pouvant s'insérer dans la société pour être des agents de développement. À l'exemple de Nonla et Obiegwe, tous deux élèves, elles n'arrivaient pas à étudier chez leurs différents tuteurs. Je partais au champ, au jardin, avec mes tutrices, j'ai travaillé avec eux. Et puis après, il y a eu quelques difficultés vraiment très sérieuses avec mon tuteur que j'étais obligée d'arrêter les études si ESFA ne m'avait pas accueilli. Je partais à l'école, mais ça n'allait pas. Chaque fois qu'on partait à l'école, on vient, les soirs, tu viens à midi, tu viens préparer, tu n'as pas le temps de bosser. Maintenant, ok, si tu viens le soir aussi, souvent les 4 heures, tu réveilles, tu as puisé l'eau. Par le biais du club d'animation installé dans les établissements scolaires par l'ONG, ces jeunes filles ont pu poursuivre leurs études. J'ai continué, je n'ai plus arrêté les études. Bon, j'ai eu mon BTS en 2016 en ressources humaines et communication et j'ai fait mon stage 2017, là, il attend la soutenance pour soutenir. Grâce à cette ONG, il y a eu mon BPC. Il a fait une grande école, il a passé le concours d'aide-soignante. Ça a marché pour moi. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Plus de 200 filles sont prises en charge par la structure. L'objectif, leur intégration dans la vie active. Une femme peut faire des réalisations. Donc, il faut que son commerce, si c'est un commerce qu'elle fait, puisse grandir. Il faut qu'elle soit ambitieuse. Il faut qu'elle aille plus loin. Donc, c'est pour cela d'ailleurs même que nous encourageons leur formation en gestion même de leur affaire, pour que cette affaire ne puisse pas échouer. Créée le 17 avril 2003, l'ONG Espoir Filles et Femmes d'Afrique vise à lutter contre les violences faites au genre. Elle a également pour but
apporter le soutien psychologique et moral, social et matériel aux femmes et jeunes filles en milieu rural et urbain. Et sur place à Yamoussoukro, la Direction générale de l'économie tient une rencontre pour dresser le bilan de ses activités. La Direction générale enregistre un taux de réalisation de 88% de ses missions au titre de l'année 2017. Le plan d'action stratégique pour la période 2018-2020 a été publié. On en sait plus avec Mahama Traoré. De 2012 à 2016, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance moyen annuel de 9%. Sur la même période, le taux de pauvreté est passé de 51,5% à 46,3%. Ces performances sont conformes à son ambition de parvenir au statut de pays émergent en 2020. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays pré-émergents, et cela par les institutions de renom comme le Fonds monétaire international. S'il est indéniable que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui progressent de façon déterminante, il reste encore des défis pour lesquels des actions innovantes et déterminantes doivent être menées. Justement, parlant d'actions innovantes, la Direction générale de l'économie dispose d'un éventail de solutions. La prévision économique requiert que vous ayez des informations fiables. Les outils de pilotage de l'économie doivent être modernisés. Parce que quand nous aurons les outils et des données plus fiables, nous pourrons prévoir l'activité économique de façon durable. Et en outre, il y a des pans de l'économie qui ont besoin d'être mieux connus. Et donc nous devons adresser ces questions par des études techniques qui nous permettent de faire des propositions. Pour la mise en œuvre de ces solutions, la Direction générale de l'économie vient d'élaborer un plan d'action stratégique 2018-2020, plan qui vise à améliorer les performances de l'économie ivoirienne. Les entreprises de la zone industrielle de Yopougon créent un collectif pour défendre leurs intérêts. Le collectif a lancé officiellement ses activités à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire hier. Il existe depuis 2 ans et regroupe en son sein les différentes organisations professionnelles. Nadia Ega, chef Koné, pour plus de détails. Faire de la zone industrielle de Yopougon une zone plus compétitive et plus fluide à travers une bonne gestion de l'espace. C'est la raison de la mise en place de ce collectif. Un collectif de 10 membres représentant les différentes organisations professionnelles de Côte d'Ivoire. Le collectif a l'avantage de vivre la zone au quotidien, parce qu'on travaille tous sur cette zone. Donc ça va permettre de remonter les informations utiles pour les industriels au niveau de la GEDI et de s'assurer effectivement que la GEDI comprenne bien nos problématiques et qu'on puisse ensemble, arriver à trouver des solutions adéquates. La GEDI est l'agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Son directeur, Issouf Ouattara, salue l'installation de ce collectif. Nous sommes en train d'achever les travaux de réhabilitation de la zone de Yopougon et qui va demander que ces zones soient entretenues. Ayant un collectif de cette nature, alors nous croyons que par leur apport, ils pourront sensibiliser et leurs homologues qui exercent dans la zone à des comportements citoyens. Les entreprises des zones industrielles de Koumassi et Vredi ont été invitées à suivre l'exemple de celle de Yopougon. La première dame ivoirienne, Mme Dominique Ouattara, a offert une ambulance médicalisée et entièrement équipée au centre de santé de Gonaté. C'est dans la région du Haut-Sassandra. L'ambulance a été officiellement remise hier vendredi à l'occasion d'une cérémonie au stade de Gonaté. Ngana Konaté pour le reportage. Une ambulance médicalisée pour réduire les difficultés des agents de santé dans la gestion des situations délicates dans la sous-préfecture de Gonaté. Le don est de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Très ému, l'honorable Thierry Michel a, au nom des populations, salué l'action de la première dame en faveur du monde agricole. Je voudrais être reconnaissant au couple présidentiel et particulièrement aujourd'hui à la première dame Dominique Ouattara, qui a eu une oreille attentive à la demande et aux besoins des populations de Gonaté. Cette ambulance, nous étions pressés de la voir. C'est pour ça que nous voulons profiter de votre présence pour remercier Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Kona Amani Michel Ange a, au nom de la première dame, accepté les remerciements de la population avant de rappeler le sens du don de Mme Dominique Ouattara. La première dame, Mme Dominique Ouattara,
nous envoie vers vous, chers parents de Gonaté, pour vous remettre une ambulance toute neuve de type 4x4, capable d'accéder aux zones les plus difficiles d'accès de votre région pour apporter secours et assistance aux populations en détresse. Les populations expriment leur reconnaissance à l'endroit de la donatrice. Je remercie la première dame. Il y a des gens qui ne devaient pas mourir par faute de l'ambulance, ils sont morts. Comment faire pour les transporter à Daloa? Il y a eu beaucoup de drames à l'hôpital ici. Et s'il y avait eu l'ambulance à ce moment précis, on aurait évité beaucoup de choses. La cérémonie a été rehaussée par la présence très remarquée de la chefferie traditionnelle et sous les regards des autorités administratives de la région du Haut-Sassandra. Ici à Abidjan, le marché de Saint-Jean dans la commune de Cocody a été démoli ce matin aux environs de 7 heures et les occupants du site ont été déguerpis. Approchés par nos reporters, les commerçants ont affirmé être surpris par cette opération de déguerpissement qui est à mettre au compte des autorités municipales. Pour rappel, c'est après l'incendie du marché de Cocody il y a quelques années que ces sinistrés ont été relogés sur ces sites. À l'étranger au Mali, 36 gendarmes déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion. Ils avaient refusé de participer à une opération de sécurité dans une zone dans le centre du pays où les groupes djihadistes sont très actifs depuis quelques mois. Tous ces gendarmes appartiennent à la même unité d'élite, la force d'action rapide. Certains gendarmes interpellés ont justifié leur désertion par des promesses non tenues de la hiérarchie. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, les présidents de clubs réunis au sein de la majorité silencieuse ont réfléchi sur la crise qui secoue actuellement la Fédération ivoirienne de football en vue de ramener la paix au sein de la FIF. 48 clubs sur les 81 et organisations étaient à Grand-Bassam. Oda Legbe pour le reportage. Depuis la défaite de l'équipe nationale de football face à l'équipe du Maroc et la non-qualification des éléphants pour le mondial 2018 en Russie, certains présidents de clubs réunis au sein du G42 ont demandé la démission du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et son comité directeur. 48 autres présidents réunis au sein de la majorité silencieuse se sont manifestés. Ils ne s'opposent pas à une médiation pour la paix au sein du football ivoirien, mais tiennent à faire part de leur point de vue sur cette crise. Les présidents des clubs réunis soutiennent le maintien du président de la FIF et de son comité exécutif jusqu'au terme de leur mandat légal. Les présidents de clubs réunis encouragent les réformes nécessaires pour le développement du football ivoirien. Le porte-parole du groupement des présidents de clubs pour la paix, Blegbaï, s'est également exprimé. Je demande personnellement pardon à mes collègues que je ne veux pas appeler dissidents. Pour moi, ils sont mécontents. Ils n'ont qu'à mettre balle à terre. On a un seul objectif, ramener la paix dans notre maison commune. C'est par défaut de communication que le groupe des présidents de clubs s'est fissuré. Les 76 clubs ont promis se retrouver pour débattre du football ivoirien. Et c'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bienvenue encore, M. Bakary Sanogo. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, qui, je rappelle, vient de publier le magazine d'information Impact Développement. Dites-nous à quoi répond cette initiative. Oui, Impact Développement, comme son nom l'indique, vise à montrer les impacts des projets de développement engagés par le gouvernement ivoirien en faveur des populations, que ce soit dans le secteur de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, des transports, de l'assainissement. C'est un outil parmi tant d'autres pour accompagner l'action gouvernementale. La communication, c'est important pour les individus, c'est important pour les sociétés. C'est également important pour les gouvernements. Le gouvernement travaille, est-il important d'en faire grand écho, en plus des reportages dans les différents médias qui sont déjà faits?
Oui, c'est important parce qu'il ne s'agit pas pour le CICG de dire qu'il y a des actions de développement en faveur des populations en termes de projets, mais il y a aussi des politiques qui ont besoin d'être expliquées, il y a des réformes qui ont besoin d'être expliquées. Et donc, je pense que cela complémente le travail qui est fait par les médias. Par exemple, sur notre site, il y a une série d'informations qui a été mise à la disposition du public, des chercheurs, des journalistes, qui ont pu être utilisées à l'occasion de l'an 1 des institutions de la Troisième République. Donc, c'est un outil important. Et il y a d'autres choses aussi. Alors, oui, comment vous avez travaillé sur le terrain? Vous êtes conduit comme des reporters? Comment est-ce que vous avez travaillé sur le terrain pour avoir tous ces reportages, enfin, toutes ces images que nous voyons ici dans ce magazine d'information? Ben oui, écoutez, nous sommes de la population, nous sommes des quartiers, des villes, des cités, nous voyons ce qui se passe. Et bien entendu, nous sommes aussi des spécialistes, des experts en communication, en information. Et donc, comme une rédaction, nous décidons de choisir une thématique, comme dans ce premier numéro, la question de l'eau potable. On va en parler d'ailleurs, vous allez nous dire pourquoi la thématique de l'eau en couverture. Vous avez dédié ce magazine à l'eau potable, vous allez nous dire pourquoi. Mais comment est-ce que vous avez travaillé sur le terrain concrètement? Ah oui, écoutez, nous envoyons des gens sur le terrain. Récemment, nous avons envoyé des gens dans la région de Séguéla pour voir des projets qui sont en train d'être réalisés. On rencontre des populations et elles nous disent voilà comment elles ressentent les choses. Elles nous parlent des défis du développement dans leur localité. Donc, en un mot, vous êtes allé sur le terrain. Ah oui. Vous parlez d'impact du projet. Bien entendu. Alors, nous allons regarder ce reportage, Impact Développement. Ce magazine, ce mensuel d'information a été présenté au grand public récemment. On va regarder ce reportage d'Herman Guivet et en parler par la suite. Plus qu'un magazine d'information, le magazine Impact Développement se veut le trait d'union entre le gouvernement et les populations. Un trait d'union qui informe sur la réalisation des services sociaux de base, qui renseigne sur les efforts engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Un trait d'union qui interpelle sur les attentes des populations en matière de développement et qui met surtout en lumière ces projets réalisés qui changent littéralement la vie de millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Publié chaque mois, il présente les résultats et impacts des actions de développement réalisées. Il ouvre ensuite un gros plan sur un sujet d'intérêt général qui aura mobilisé toute l'attention du gouvernement avant de donner l'opportunité à une personnalité d'aller plus loin avec le lecteur sur une politique sectorielle bien identifiée. Influenceurs et icônes dans leur domaine auront leur mot à dire dans la rubrique « En action ». Le lecteur ira également sur le terrain au moyen d'une visite imagée et chiffrée en vue de l'informer sur l'évolution d'un projet identifié avant de marquer un arrêt sur image pour ce zoom sur les temps forts de l'activité gouvernementale. 10 chiffres sur le développement seront mis à sa disposition, des données statistiques qui situeront le lecteur sur les progrès observés dans les différents secteurs qui enregistrent de gros investissements. Et pour boucler la boucle, 3 questions à une autorité sur une question d'actualité. Il s'agira pour l'autorité de faire un éclairage sur la question qui le demande. Impact Développement, un magazine pensé, conçu et réalisé par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, pour mettre en lumière les sillons du chemin vers l'émergence engagé par le gouvernement. Et le directeur du CICG est avec nous, M. Bakary Sanogo. Alors dites-nous, le premier numéro de ce magazine est dédié à l'eau potable. Quelles sont les raisons? Je me suis demandé pourquoi pas à la santé, pourquoi vous n'avez pas dédié ce numéro à la santé par exemple, ou à l'éducation? Oui, il fallait faire un choix. Qu'est-ce qui vous a donc guidé? Ah oui, parce que, écoutez, il s'agit de l'eau. Le comité de rédaction a décidé de commencer par l'eau parce que l'eau, il y a des succès dans ce secteur. Vous voyez à la une, nous indiquons que depuis 2010, environ 2250 nouvelles localités ont été connectées, ont pu avoir de l'eau potable. Et nous pensons que c'est un progrès majeur et qu'il est important d'en parler dans un secteur qui est vital. Vous savez les réalités dans nos zones, nos mamans qui se réveillent à 4 heures du matin
pour aller chercher de l'eau, qui font la queue, qui repartent le lendemain très tôt. C'est pénible, ce n'est pas acceptable. Et quand il y a des succès, il faut en parler. C'est une révolution dans certaines zones. Et il y a des défis également relevés dans ce secteur parce que j'ai lu votre éditorial. Vous parlez de robinets qui sont souvent secs dans certaines zones. Ah oui, écoutez, le président de la République, le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Koulibaly sont les premiers à dire qu'il y a des choses qui se font, mais qu'il y a encore des défis à relever. C'est visible. C'est-à-dire que dans même le secteur de l'eau. Oui, dans le secteur de l'eau, évidemment, tout n'est pas encore parfait. Il y a le programme Eau pour tous. S'il y a le programme Eau pour tous, ça veut dire qu'il y a encore des zones où les gens n'ont pas encore accès à de l'eau potable. Dans mon village, on n'a pas encore accès. Votre village? C'est vraiment dans la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla. Mais bientôt, ils auront de l'eau. Le gouvernement est à l'écoute. Ils ont entendu le cri des femmes dans cette zone. Et les 3 villages qui sont dans la zone, Karaba, Konogo, auront de l'eau bientôt. Et justement, vous parlez de petits projets qui sont très importants, des projets dont vous parlez également dans ce magazine. Ah oui, écoutez, nous sommes à Abidjan. Vous et moi, nous sommes des citadins. On a le 3e pont, on a le grand château d'eau, de Angré. Mais il y a des zones qui n'ont rien, qui pendant 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ont attendu d'avoir un petit pont, ont attendu d'avoir un château. Mais ces petits projets ont un impact immense sur leur vie. Vous allez dans la région de Daloa, à Débégoué, à Digba, à Seria. Il y a environ 5-6 villages, 7 villages qui ont été connectés au réseau, qui ont eu de l'électricité. Pour eux, c'est une révolution majeure. Et nous prenons cela pour évident. Dès qu'il y a une panne de 30 minutes, on traite les responsables de la CIE de tous les noms d'oiseaux, de tous les... Donc des projets qui sont entrepris dans ces... Voilà. Coin reculé de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, vous parliez également... Nous pensons que l'essentiel de la population ivoirienne vit dans ces régions. Et il y a des projets qui se font dans ces zones-là. Il nous faut aller sur le terrain pour donner la parole aux populations, pour qu'elles nous disent comment elles ressentent, quel est leur feedback. Évidemment, elles sont contentes. Justement, parlant de parole aux populations, quand je regarde dans votre magazine, il n'y a que, si j'ai bien feuilleté, il n'y a que 2 personnes qui interviennent, qui donnent leurs réactions par rapport aux actions entreprises. Pourquoi les réactions ne sont pas aussi nombreuses? Si. Dans le magazine, lisez entre les lignes, oui. Vous verrez très bien que... Je parle de paroles données, c'est vrai, donc vous les résumez? Oui, on les rapporte, on les résume sous forme de citations. Et il y en a qui sont également résumés, et vous le verrez dans les différents articles. Mais évidemment, vous ne pouvez pas parler de résultats, d'actions et d'impact sans recueillir le feedback des populations. C'est ça même l'objet. Nous pensons que les meilleurs témoignages, c'est ceux des populations bénéficiaires. D'accord. Alors, parlez-nous de l'impact de ces projets. Vous l'avez déjà situé, là, au niveau de l'électrification. Au niveau, par exemple, de l'éducation? Ah oui, vous savez, nous, on est excités de pouvoir parler dans les semaines, dans les jours à venir de tous ces sujets. Vous prenez le secteur de l'éducation, mais ce sont des milliers de classes qui ont été construites et les kits scolaires qui sont distribués dans les écoles. Dans certaines zones, je ne vais pas citer de nom ici, que je connais très bien, parce qu'il y a eu tous ces programmes, tous ces appuis avec les cantines scolaires. Le nombre d'élèves a augmenté dans ces salles, au point où aujourd'hui, il y a des problèmes de table-banc. C'est bon signe, ça veut dire que des efforts ont été faits pour envoyer les enfants à l'école, notamment la jeune fille. D'accord. Alors, vous parlez d'action entreprise, mais il y a également sur le terrain, donc, on voit ici des chantiers qui sont en cours. Vous évoquez également dans le magazine. Oui, nous avons une rubrique qui s'appelle Sur le chantier, sur le terrain, pardon. On était récemment au stade des BMP, c'est un chantier. Voilà, on va rendre compte de ce qui se passe pour dire qu'il y a du travail, que le gouvernement est dans l'action. Voilà, et que des résultats vont apparaître très bientôt. D'où le titre de cette rubrique. Donc vous évoquez aussi les politiques et réformes du gouvernement. Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler des projets. Un gouvernement, c'est une vision, c'est des politiques qu'on met en œuvre.
Et évidemment, il faut parler de ça. Quand on parle d'émergence, c'est une politique, c'est une vision. Pour que le pays, la Côte d'Ivoire, arrive là où elle est aujourd'hui, vu d'où là nous venons, il faut bien une vision. Et donc, cette vision est portée par le président de la République. Voilà. Connaître les projets et toutes les réformes du gouvernement. Alors, une question un peu personnelle, oui. Vous allez y répondre, mais c'est toujours, ça a toujours un rapport avec la communication. Vous étiez donc expert en communication à la Banque mondiale. Vous êtes passé également à la BAD. Aujourd'hui, vous êtes à la primature et au CICG. Y a-t-il une rupture ou bien il y a une continuité dans l'action? Oui, une question bien personnelle. Rapidement. Bon, je dirais que voilà, ce n'est pas exceptionnel. On a vu bien d'autres Ivoiriens aller faire d'autres expériences, revenir au pays. Pour moi, c'est un honneur de servir mon pays. Voilà, je suis. L'eau potable en première page. Le prochain numéro sera dédié à quel secteur? Ben, on verra. On a dans le pipe beaucoup d'autres sujets. Il y a la mobilité urbaine dans la grande zone d'Abidjan. Il y a aussi la question de l'accès à l'électricité. Il y a les collèges de proximité. Il y a l'assainissement, il y a une série de thèmes tout aussi intéressants. L'intérêt pour tout ceci. Pardon? L'intérêt pour tout cela. Ah oui, bien entendu, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Bakary Sanogo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, également conseiller spécial du Premier ministre en charge de la communication. Merci d'avoir été avec nous, mais ne partez pas, vous l'avez connu, c'est un grand animateur. Il est décédé, cela fait aujourd'hui 29 ans. Roger Fulgence Kassi, vous vous en souvenez. Il s'est éteint, appelé également RFK. Cet animateur hors pair a redimensionné le monde de l'audiovisuel avec sa façon spéciale d'animer, de toucher et d'accrocher son auditoire. On se souvient encore de ses émissions, Nangélé, Podium et autres. Une émission au cours de laquelle il lâcha une phrase prophétique tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Podium vivra, une phrase qui a marqué l'univers de la musique ivoirienne. Hier à Kokumbo, sa famille biologique lui a rendu un hommage 29 ans après son décès. Roger Fulgence Kassi, ou encore Ful, a quitté le monde des vivants très tôt, mais il reste dans le cœur des Ivoiriens. Relève-toi.